Francis Meunier, vous êtes donc titulaire d'une chaire au CNAM, je disais spécialiste de physique du froid, et avec vous, nous allons, d'après ce que j'ai compris, entrer de plein pied dans les énergies renouvelables, déjà évoquées abondamment par Monsieur Loiseau, mais qui n'a pas développé leur typologie. Simplement pour attirer notre attention sur le prix quand on inclut ou qu'on n'inclut pas, par exemple, l'éolien et le solaire. Alors, vous aimez dire que les énergies renouvelables renouvellent aussi la pensée, parce qu'elles obligent à penser autrement. Elles sont distribuées alors que certaines des énergies classiques sont très centralisées. Vous dites qu'elles font même émerger des nouveaux concepts. Vous vous rappelez, il n'y a encore pas si longtemps, on ne savait pas ce que c'était qu'une maison à énergie positive, et je suppose que tout le monde ne le sait pas encore. Elles sont source de richesse, elles sont source aussi d'emploi. Vous trouvez que, à ce point de vue, la France n'est pas très en avance, et elles permettent de poser la question, évidemment, quel mode de développement voulons-nous ? Jusqu'où voulons-nous faire, par exemple, des économies d'énergie ? Alors, je me souviens, on doit être nombreux à se souvenir du slogan « La chasse au gaspille ». On a été peut-être pionnier là-dedans, il faudrait peut-être recommencer. Vous êtes l'auteur de ce livre qui s'appelle « Adieu pétrole, vive les énergies renouvelables » en 2006 chez Duno, et aussi « Domestiquer l'effet de serre, énergie et changement climatique » toujours chez Duno en 2008. Alors, on voit que vous êtes très impliqué dans cette réflexion. Dites-nous, expliquez-nous comment il faut penser finalement ce nouveau mix énergétique. Merci Dominique. Donc effectivement, on est face à un choix de société. Donc on vient de voir par l'exposé de Jean-Marie Loiseau qu'une alternative, une possibilité, c'est de renforcer le développement nucléaire comme réponse aux problèmes climatiques et aux problèmes de la demande d'énergie. Je pense que dans le mix que propose Jean-Marie Loiseau, j'ai tendance à dire, faisons un tout petit effort supplémentaire pour mettre un peu plus d'énergie renouvelable et réduire un peu le nucléaire, et on peut éventuellement se passer du nucléaire, quand on sait qu'aujourd'hui, déjà dans les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie, il y a 2 fois plus d'énergie renouvelable que de nucléaire. Alors l'énergie renouvelable, c'est quoi ? C'est ce que tout à l'heure Jean-François Münster évoquait, les pays d'Afrique qui utilisent beaucoup de bois et ainsi de suite. Donc c'est essentiellement ce qu'on appelle la biomasse, avec les déchets qui sont agrégés par l'Agence internationale de l'énergie. Le deuxième, c'est l'hydraulique. Et ensuite, il y a les énergies nouvelles renouvelables qui sont en plein boom actuellement et sur lesquelles je vais m'attacher à vous dire quelques mots. Donc, pour le nucléaire, la fission, de mon point de vue, les réacteurs actuels, n'est pas une énergie durable dans la mesure où elle est dépendante de l'uranium qui est non renouvelable. En revanche, la fusion, donc le projet ITER, s'il voyait le jour technologiquement, c'est une énergie qui pourrait éventuellement être considérée comme renouvelable à condition, en voyant la technologie qui serait réellement développée. Donc, ce que je vais... J'essaie de lancer la diapo. Où est-ce qu'on appuie ? À droite. D'accord. Donc, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est les enjeux que l'on a, et notamment le problème, ce que j'appelle la cueillette de l'énergie. Vous pouvez essayer de le faire ? Si. Voilà. Donc, non, c'est pas celui-là. Donc, en ce moment, on est dans une situation vis-à-vis de l'énergie, comme on était pour l'agriculture, pour nos ancêtres. On fait de la cueillette. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'est contenté, depuis la découverte des puits de pétrole, ensuite du gaz naturel, on se contente d'utiliser sans se poser le problème du renouvellement de cette ressource particulièrement précieuse qu'est le pétrole. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui serait passé si nos ancêtres du néolithique n'avaient pas eu l'intelligence pour l'alimentation, de développer l'agriculture et développer l'élevage ? Donc, on serait dans une situation actuellement où on serait absolument incapable de nourrir la population actuelle. Donc,
Le problème pour l'énergie, c'est qu'il faut absolument arriver à une situation où on soit capable de développer des énergies qui soient renouvelables. Et c'est la raison pour laquelle, avec les énergies renouvelables, on est capable de remplir le défi, de répondre au défi de la satisfaction de l'énergie, des besoins d'énergie, et deuxièmement, de limiter le dérèglement climatique. L'Union européenne est à la pointe du combat pour le climat et pour les énergies renouvelables. Et vous savez qu'il y a des objectifs excessivement ambitieux qui sont affichés, le 3x20. Le 3x20, c'est réduire de 20% à l'échéance 2020 les émissions de gaz à effet de serre, de passer à 20% d'énergie renouvelable, ce qui veut dire à peu près un doublement par rapport à ce qu'on a en 2010, un peu moins qu'en doublement, on est à peu près 11% actuellement. Et pour la France, l'objectif serait 23% en 2020, ce qui correspond effectivement à un doublement pour la France. Et réduire de 20% la consommation d'énergie grâce à ce qui a été dit précédemment par M. Münster, grâce à l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique. Donc pour atteindre ces objectifs, quelles seraient les priorités ? La première, bien entendu, c'est la sobriété énergétique. La deuxième, il faut avoir bien en tête que la biomasse dans tous les pays européens et tous les pays, on a vu tout à l'heure qu'au point de vue mondial, c'est la première énergie renouvelable, c'est une énergie qui doit être développée, même s'il y a certaines controverses à propos des biocarburants, je vais y revenir après. Ensuite, c'est l'énergie éolienne. Et puis, l'aspect excessivement positif avec le photovoltaïque, c'est l'intégration du photovoltaïque dans l'habitat pour effectivement pouvoir arriver à un habitat à énergie positive. Donc la biomasse actuellement est controversée. Pourquoi elle est controversée ? Parce que les biocarburants de première génération qui, en France, on utilise la betterave et puis le colza et puis aux États-Unis le maïs, est fortement controversé parce qu'il y a eu un abus d'utilisation de certains biocarburants. Je vais y revenir après. En revanche, la filière bois a un énorme potentiel. Pourquoi ? Parce que dans tous les pays comme la France, avec l'évolution de la motorisation de l'agriculture, il y a pas mal d'endroits agricoles où les tracteurs n'ont plus accès. Et donc, on a une augmentation de la forêt en France. Cette augmentation de la forêt se traduit par le fait qu'on peut la valoriser plus. Et si la France veut parvenir à son objectif de 23% d'énergie renouvelable en 2020, c'est indéniable qu'il y a un très gros effort à faire pour valoriser la filière bois, pour pouvoir que la filière bois augmente sa contribution dans les énergies renouvelables. Au niveau des biocarburants, il y a également le biogaz. Le biogaz, c'est un point important puisque c'est à partir des déchets agricoles et des déchets industriels, les boues également des stations d'épuration des eaux où on fait du biogaz qu'on peut valoriser. Alors pour les agrocarburants, il y a une polémique qui est justifiée. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les biocarburants, les agrocarburants, parlez bien dans le micro. Les surfaces agricoles sont disponibles. En Europe, on a eu un nombre non négligeable de surfaces agricoles qui ont été mises en jachère et donc qui peuvent être utilisées pour les agrocarburants. C'est une activité qui est créatrice d'emplois dans les zones rurales. Et alors, ce qu'il faut, effectivement, c'est espérer que le développement des agrocarburants de deuxième génération. Qu'est-ce que c'est les agrocarburants de deuxième génération ? Au lieu d'utiliser les fruits, disons, comme pour les épis de maïs, on va utiliser les tiges. Et donc là, on ne va plus être en compétition avec l'alimentaire. Aujourd'hui, le problème, c'est que les agrocarburants apparaissent être en compétition avec l'agroalimentaire, ce qui effectivement pose un problème. Néanmoins, lorsqu'on fait l'analyse cycle de vie des agrocarburants, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que, mis à part les excès qui ont eu lieu aux États-Unis de développer les agrocarburants à partir de maïs et en utilisant du charbon pour faire la distillation, et en utilisant du transport par camion sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, où ils ont un éthanol intensif en CO2 qui est comparable à l'utilisation de l'essence. Donc il n'y a aucun gain au point de vue de l'environnement. Pour toutes les autres filières, par exemple l'éthanol à partir de betterave en France,
ou l'éthanol de canne à sucre au Brésil, on est nettement meilleur au point de vue environnemental que ne l'est l'essence. Et l'éthanol cellulosique, celui de seconde génération, serait aussi infiniment meilleur, puisque ce serait à peu près 1/10 d'émissions de CO2 par rapport à l'essence. Donc, ce qui veut dire que pour le transport, notamment à côté du véhicule électrique, le véhicule à partir d'agrocarburants, dans un avenir à moyen terme, grâce à la seconde génération, c'est quelque chose qui va être réaliste très bientôt. Bon, après la biomasse, il y a bien entendu l'éolien. Donc, au niveau de l'éolien, il y a eu des progrès considérables d'un point de vue technologique. D'abord, il faut bien réaliser que d'un point de vue technologique, les éoliennes que l'on a maintenant n'ont plus rien à voir avec les anciennes éoliennes qui servaient à puiser l'eau. Les turbines des éoliennes ont profité de la technologie de l'industrie aéronautique, et donc on a vraiment de la très très haute technologie. Donc on est aujourd'hui, au point de vue mondial, avec des développements d'environ 30% par an sur l'éolien, avec environ 160 milliards de watts dans le monde, ce qui correspond à environ l'équivalent de 60 réacteurs nucléaires, ce qui est encore faible, il faut reconnaître, mais qui correspond à quelques pourcents quand même de l'énergie électrique produite dans le monde. Donc on a des progrès qui sont considérables et la France, dans ce domaine, affiche un retard certain. Et donc on peut regretter à ce niveau-là la politique industrielle, effectivement, pour la France. Si l'on regarde les pays voisins, force est de constater que le Danemark, l'Allemagne et maintenant l'Espagne, grâce à une politique volontariste de développement de l'éolien dans leur pays, sont des pays manufacturiers d'éoliennes et exportateurs de façon importante. Alors exportateurs, ça ne veut pas dire qu'ils exportent les éoliennes, mais ils font des joint ventures avec des pays émergents pour aller construire localement des éoliennes chez eux. Donc en France, il y a quand même un retard. Et si on veut atteindre notre objectif de 23% d'énergie renouvelable en 2020, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait impérativement que la filière bois soit développée, mais il faut également que l'éolien soit développé à un niveau supérieur à celui auquel il est développé actuellement. Bon, maintenant je vais dire quelques mots pour le solaire, le photovoltaïque. Donc pour le solaire photovoltaïque, donc, attendez, pour le photovoltaïque solaire, il y a eu un épisode assez délicat il y a quelques jours où le gouvernement français a décidé de faire un moratoire sur l'installation du photovoltaïque. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, le photovoltaïque a un développement gigantesque, puisque vous voyez qu'en 2009, il y a eu plus 50% de croissance du photovoltaïque en Europe, également en France. La France, en ce moment, est à un niveau faible, puisqu'elle est moins de 300 mégawatts installés, à comparer à 10 000 en Europe, en Allemagne. La France s'est fixé un objectif de 500 mégawatts par an. Et en début 2010, il a explosé ce chiffre-là. On est nettement supérieur à 500. Donc le gouvernement a dit halte là, on arrête, et parce qu'on est en train d'importer du matériel chinois. Le problème, c'est qu'il y a pas mal les entreprises du photovoltaïque qui s'étaient lancées dans l'opération, écrit danger, parce qu'il y en a certains qui vont être obligés de déposer leur bilan parce que les programmes qu'elles avaient prévus ne vont pas être réalisés. Donc là, on peut se poser des questions. La question que je pose, simple, c'est qu'au niveau allemand, ils ont été capables de développer une industrie sur l'éolien qui exporte. Ils ont été capables de développer une industrie sur le photovoltaïque qui exporte. Et nous, en France, force est de reconnaître que de ce côté-là, on ne réussit pas et que lorsque il y a des aides, un niveau tarifaire qui est intéressant, le gouvernement met le halte là, ce qui, pour les entreprises, est quand même gênant. Quand on se lance dans une opération, parce qu'on a des promesses de développement et que du coup, du jour au lendemain, on stoppe brutalement, c'est quelque chose d'excessivement ennuyeux. Donc juste, pour terminer, je vais juste dire 2 mots sur les enjeux notamment grâce au photovoltaïque, l'intégration dans l'habitat.
Grâce à l'intégration dans l'habitat, il y a possibilité maintenant qu'on devienne chaque producteur et puis uniquement consommateur. Donc ça n'a d'intérêt, les énergies renouvelables, que s'il y a la sobriété énergétique. Sans sobriété énergétique, ça n'a pas de sens de vouloir développer les énergies renouvelables. Et donc, dans cette perspective, j'insiste sur l'exemple, par exemple, au Danemark pour l'éolien. Une des raisons pour laquelle l'éolien est bien admis au Danemark par les riverains, c'est qu'il y a des coopératives pour développer l'éolienne et les riverains sont associés au développement de l'éolien. Alors qu'en France, cette démarche n'est pas assez développée et on n'a pas assez d'associations entre l'individu consommateur et l'individu producteur. Donc c'est cette étape qui doit être absolument développée. Et un point que je n'ai pas eu le temps de développer, que j'essaierai de développer si on a l'occasion d'une discussion, c'est le problème de l'intermittence de la production de l'électricité et le problème des centrales virtuelles, qui est quand même une notion très intéressante et très importante qui est en train de se développer et qui permettra de régler ce problème de l'intermittence de la production. Merci, Monsieur Meunier.